Brut de décoffrage. Bienvenue dans Brut de décoffrage, le podcast 100% BTP. Aujourd'hui, on est avec Romain. Bonjour. Romain, présélectionné à la base quand il était jeune en équipe de France de natation et maintenant Tout à fait. artisan du bâtiment. Comment Exactement. ça va, Romain? Très bien. Et toi, Thomas? Bah nickel. Bon Très alors bien. comment on passe finalement de une carrière qui t'était presque prédestinée de Ouais. sportif, on va en reparler, mais artisan du bâtiment, raconte-nous un peu. C'est un comment- long parcours. C'est Un un long parcours. parcours. En effet, j'ai démarré très jeune par la natation, un sport qui me plaisait énormément. Qui par la suite, j'ai voulu changer de sport assez jeune à la grande déception de mon père. Et je suis passé au football vers 13 ans. Ok. Voilà. Et Le ensuite, football, t'as continué du coup, tu continues? je continue encore. Ouais. Ouais, je joue encore un peu avec des copains et je suis également éducateur en U9 avec mon fils que je suis depuis 2 ans. Ok. Voilà. C'est plus facile de gérer une équipe U9 ou de gérer des artisans dans le bâtiment? C'est pas la même chose. Ouais. Totalement différent. Non, c'est les enfants, c'est quelque chose. C'est un côté plus éducatif, on va dire. Sympa de les accompagner. Puis le bâtiment, c'est encore autre chose. Très spécial. Ouais. C'est quoi Ouais. qui est spécial finalement? C'est la gestion du quotidien, c'est la clientèle, c'est les salariés, c'est tout ce stress que ça génère. Et aujourd'hui, t'as Ils ont combien de dit- salariés là? Actuellement, on est 3, donc moi plus 2 employés. Ok. Et tu fais quoi alors dans le bâtiment? Parce que c'est large bâtiment, mais toi, Exactement. tu fais quoi toi? Alors moi, là-bas, je suis électricien de formation, donc c'est un peu le cœur de notre activité. Mais on a aussi dévié sur de la maintenance multitech, où je vais faire des travaux de plomberie et des petits travaux aussi qui peuvent accompagner un client sur de la peinture, de la plâtrerie, choses comme ça. Et t'as plein d'expériences dans le bâtiment. On s'est appelé avant le podcast, t'as C'est fait ça. plein de choses finalement. Bah, j'ai fait plusieurs activités en effet, ouais. Et ça va faire maintenant bientôt 20 ans que j'y suis. Ok. Donc j'ai fait de la maintenance, j'ai fait de la menuiserie, j'étais électricien évidemment. Et j'ai même également été informaticien. J'ai fait de l'informatique pendant pas mal d'années, ouais, D'accord. sur du courant faible. Ok. Mais informaticien dans le bâtiment? Pas directement, plus Ok. pour des grosses marques, des concessionnaires type Hewlett Packard, Lexmark, dans Ok. le copieur aussi beaucoup. Je fais de l'intégration, de la programmation, et ça partait chez les clients derrière. Et ton expérience entrepreneuriale finalement, elle a démarré quand? En 2013, Ok. par une première structure que j'ai montée seul, on a fini à 3 également au bout de quasiment 7 ans, donc de 2013 à 2019. Et j'ai fermé ensuite pour une autre activité que j'ai su une occasion qu'on m'a donnée, et j'ai remonté la structure il y a 3 ans. Ok. Voilà. C'est plus facile maintenant quand t'es artisan du bâtiment ou à l'époque c'était plus simple? C'est différent parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de particuliers, et là du coup j'ai changé un peu la donne, je bosse avec beaucoup de pros. Ok. Ouais. Et pourquoi tu bosses avec des pros? Pourquoi tu te dis qu'est-ce que tu dis finalement? J'ai trouvé que l'approche du particulier à l'époque m'avait un peu déçu, sur Ouais. plein d'aspects, sur le règlement, sur l'exigence, sur pas mal de conditions. Et j'ai voulu tenter autre chose grâce à mon réseau. Donc je suis rentré par certaines portes via des connaissances. Et c'est totalement différent. Ok. On a d'autres problèmes en fait. On a d'autres Et soucis. est-ce que ce que tu fais maintenant finalement, est-ce que c'est quand tu étais gamin, tu le disais, tu faisais beaucoup de sport. Ouais, Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Ça s'est fait, je pense, comme ça, naturellement. Et puis, on a tous rencontré la conseillère d'éducation à la fin de la 3e. Et non, d'orientation, pardon. Ouais. Excuse-moi. Et non, je me suis retrouvé à... Comme j'aimais bien tout ce qui était manuel, vouloir tenter quelque chose dans l'électricité. Donc, j'ai commencé par un BEP, CAP BEP électrotech. Et j'ai fini en bac pro. Et finalement, tu vois, mon premier job, ça a été de l'intégration informatique. Ok. Donc tu vois, finalement, on a un peu dévié, quoi. Et ouais, tu parlais de. T'as dévié, mais pourquoi t'as arrêté le sport finalement? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Alors j'ai jamais vraiment arrêté, mais on va dire que voilà, étant jeune, la natation, ça a été mon premier sport de mes 6 à mes 12 ans. J'ai été vachement impliqué, j'appréciais énormément la natation. Mais à une époque, j'étais jeune, j'étais influencé par beaucoup de copains qui faisaient tous du foot. Et ils m'ont dit, viens, arrête la natation. Donc mon père était désemparé parce que je commençais à avoir un petit niveau, je faisais des compétitions quand même assez importantes. Ouais. Je passais dans les Républicains, on en était un peu partout, donc il était fou. Mais ça s'est fait comme ça, et puis Ok. voilà, toujours été proche du sport, parce que mentalement c'est super important, de pouvoir aussi, même aujourd'hui encore, de pouvoir évacuer le stress du quotidien, le train-train.
Est-ce que ça t'apporte quelque chose finalement, le fait d'être toujours sportif dans ton activité? Alors physiquement déjà oui, Ouais. ça permet de conserver un petit peu la forme. Ouais. Et oui, je trouve que personnellement c'est super important de pouvoir évacuer dans un domaine, que ce soit le sport ou d'autres d'ailleurs. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui font d'autres activités. Moi c'est le sport, ça me permet de pouvoir justement évacuer du stress et relativiser sur plein de choses. Penser à rien en fait, tout simplement. Ok. Ça te fait évacuer Ouais. le stress du Ouais, c'est quotidien. super important. Je me suis rendu compte qu'à une époque, je faisais beaucoup moins de sport, j'avais plus trop d'autres activités que mon travail. Et franchement, tu rentres dans un système un peu complexe et négatif. C'est déjà un métier physique finalement, artisan. Tout à fait. Et Donc, aujourd'hui, au quotidien, c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir faire un peu de sport déjà. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de physique finalement dans ton travail? Qu'est-ce que tu fais Tout simplement de la manutention d'outils, enfin d'outillage, de matériaux. Le fait qu'on bouge beaucoup, parce que je fais beaucoup de petites interventions. Donc je ne suis pas forcément arrivé un matin sur un terrain, un chantier, et y rester jusqu'à le soir et rester à un endroit propice. Enfin voilà, je bouge beaucoup. Typiquement, je peux avoir une intervention à Paris 10 le matin, à 11h je dois être sur Versailles, et après l'après-midi je dois encore aller sur la Défense. Ce qui fait que comme c'est des petites interventions, on bouge beaucoup. Ok. Donc forcément, physiquement, tu le sens. À la fin de la journée, des fois, tu rentres, t'es bien fatigué, quoi. Et ta zone d'intervention c'est Paris, mais tu me disais que tu avais des... Enfin Paris, la région parisienne, Île-de-France, on va dire. Île-de-France, Ouais. mais que tu as des chantiers plus loin aussi. J'ai eu l'opportunité de prendre un gros chantier en province, à Ouais. 400 km d'ici. Tu l'as toujours ce chantier. Je l'ai toujours, il est un peu long, il traîne, et je ne recommencerai pas personnellement, mais Ok. écoute, j'ai pris l'opportunité, je l'ai saisi, et sur le papier c'était rentable, et au final ça ne l'est pas. D'accord. Donc non, on va focus sur ce qu'on sait faire dans le secteur. Et est-ce Ouais. est-ce que tu te souviens finalement de ton premier vrai chantier? Alors oui, j'en ai eu les premiers en tant qu'entrepreneur. Ouais. C'était en 2013, donc quand j'ai monté ma première structure. Et forcément, au début, t'as l'appréhension, t'as le stress, t'as aussi l'envie de très bien faire, Ouais. voire être au top, mais forcément, tu fais beaucoup d'erreurs. Mais ces erreurs m'ont permis aussi dans le futur de changer pas mal de choses. Ouais. Ok. Et t'as plein d'anecdotes sur des chantiers qu'on s'est eu au Ouais, téléphone. J'en ai beaucoup, j'en ai des plus ou moins drôles, j'en ai des plus ou moins dramatiques, forcément, en Celle étant avec 10 ans entrepreneur. ton client parisien, là, est-ce que tu peux nous en parler un peu là? Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai eu un client, je tairai le nom, mais qui est légèrement connu dans le milieu et qui est même très aisé. On a fait une super opération chez lui, on a rénové un appartement. Alors moi j'ai eu que de l'électricité et j'ai fait un petit peu de plâtrerie pour lui filer un coup de main sur des colonnes qu'on a pu monter, notamment la gaine technique électrique, parce que c'est un très très grand logement, donc dans un très beau quartier de Paris. Et il s'avère qu'il a eu un petit coup de cœur pour un de mes salariés, quoi. Tu les Donc, il a recrutes été, beaux gosses, tes salariés ou... Lui était plutôt pas mal en effet, et en tout cas très à son goût. Ouais. Et non, ça a été assez drôle, on en a beaucoup rigolé. Bon, à un moment donné, ça devenait pas lourd, mais forcément, mon collègue était pas super à l'aise. Ok. Mais oui, c'était quand il le recevait, il était très apprêté. Et qu'est-ce Et- qu'il t'a proposé ce client-là justement? En plaisantant, alors j'ai pris ça pour la plaisanterie, mais en rigolant, quand il manquait à la fin le solde du chantier, il m'a dit qu'on pouvait s'arranger. Et si mon collègue voulait bien trouver une solution, j'ai dit non, c'est gentil, on va rester sur l'aspect financier, pas d'arrangement entre nous. D'accord. Et ouais, non, il a été plutôt cool. Il n'a pas été lourd, mais oui, en effet, il a fait quand même Ok. Il a fait des avances. quelques petites avances, on va dire, assez sympathiques. Ok. Et ton collègue, il réagissait comment finalement? Au départ, il trouvait ça drôle, parce que bon, être accueilli en peignoir et en slip par un client, c'est plutôt atypique. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, il a vu que ça devenait un peu sérieux, donc il m'a demandé soit de calmer la chose avec le client, soit même de ne plus l'envoyer sur place, quoi. Ok. Mm. Du coup, t'as Et fait puis, ni ça l'un s'est ni très l'autre. bien passé. Non, mais après, on discute avec le client, il a expliqué que c'était de l'humour, évidemment, Oui. quand il a vu qu'il n'y avait pas d'opportunité possible. Et puis, non, ça s'est très bien fini, on a bien rigolé, et puis on en est resté là, et puis j'ai même retravaillé pour lui derrière. Ah oui. Donc oui, puis très sympa, franchement, personne Ah ouais. que j'adore. Après, Il malheureusement, avait une motivation supplémentaire pour travailler avec toi. on va finalement. dire qu'il était très ouvert sur le sujet. Ouais. Et il n'avait pas de souci à te dire que Ok. tu lui plaisais, quoi. Ok. Et bon, voilà, c'est des petites Ouais, choses sympas, ouais. c'est pas, tant que c'est pas des choses, Ouais, on va bien sûr. dire, contraignantes. T'as déjà eu des galères sur les chantiers, des trucs vraiment. Ouais, bien sûr. Des galères, on en a tous eu, je pense, malheureusement, mais ça fait partie aussi de notre quotidien, sinon on s'ennuierait. Ah oui. Ouais, j'ai eu des vols. Ça, c'est vrai que à un moment donné, ça devenait quand même très compliqué. Parce que les matériaux, ça coûte très cher. Ouais. On se retrouve avec de l'outillage aujourd'hui, on va pas se mentir, si tu veux être performant, faut mettre le prix.
Et quand tu arrives sur un chantier, que tu as posé ta sacoche ou ton échafaudage télescopique, enfin tout ce que tu veux, tu vas boire un café, que tu reviens, il n'y a plus rien, waouh. Ça t'est déjà arrivé souvent, ça? Non, pas souvent, mais ouais, ça m'est arrivé, ouais, bien sûr. Ouais. Ça m'est arrivé, ou le camion forcé aussi, c'est horrible. Ouais. Tu te gardes devant le chantier, pourtant t'as toute une équipe de sécurité qui est sur place, donc tu penses qu'ils font leur job. Toi, tu t'es mis dans la zone de livraison, le temps d'aller faire un déchargement avec tes collègues. Tu reviens, le mec, il a mis un coup de cycloche sur la portière et il a ouvert la porte, il est reparti avec ton matos, quoi. Ouais. Ça me fout les boulets. Ça m'est déjà arrivé de me stationner 15 minutes et je me suis fait dévaliser le camion. C'est des vols opportunistes, quoi. Ouais. Ah, puis les mecs, ils sont forts. Toi qui t'observes avant? Oui. Bah, de toute façon, ils repèrent les chantiers, ils voient qu'il y a une zone de stationnement, que la sécurité n'est pas très présente à ce moment-là. Bah, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, de toute façon, s'il me dit de charger du matériel, c'est qu'il en a dans le camion. Donc ça va très vite. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en font, à ton avis, de ce truc-là? Ils les gardent pour eux ou ils les revendent du coup? Sincèrement, je sais pas, revendre sûrement. Mais je pense pas que ce soit l'utilisation personnelle. Sûrement c'est de la revente, c'est une matériel qui coûte cher. Aujourd'hui, tu vas sur le Bon Coin, c'est fou, mais tu regardes les annonces d'outillage en vente, c'est hallucinant. Ouais. Et c'est forcément, enfin, 3/4 sont issus des vols, j'en suis convaincu. T'es sûr de ça? Tu penses que ouais? Ouais, je pense. Vu l'état des machines quasi neuves, je pense aussi, ouais. Et du coup, comment tu fais maintenant, vu que tu as cette expérience, cette mauvaise expérience finalement de vol sur tes chantiers? Est-ce que tu fais des choses différemment? Bah déjà, on fait très attention. Ça, je pense que c'est malheureusement aujourd'hui, on laisse plus rien traîner. Je demande aux gars de faire très attention à ce qu'ils laissent sur les chantiers. On laisse d'ailleurs plus rien sur les chantiers. Tout ce qui va être valorisé, enfin voilà, les outillages, c'est camions. Pareil, maintenant, je leur demande aussi malheureusement, quand je vois, typiquement, j'ai un salarié qui ne peut pas stationner le véhicule de service chez lui. Donc je lui dis malheureusement, tout ce qui est de valeur, tu le décharges tous les soirs et tous les matins. Okay. Donc tous les soirs, il décharge et tous les matins, il recharge. Ouais. C'est un vrai fléau, quoi, les vols, quoi. C'est compliqué, ouais. Alors on a beau mettre des safe locks sur les portières, tu sais, maintenant on a les systèmes avec les fermetures automatiques, enfin les fermetures à clé et tout, mais même sans ça, ils arrivent à dévier, ils te mettent un coup de pied de biche sur la portière, ils te la dégonflent, quoi. Et du coup, c'est avec ce vol, je reprends. Et typiquement, ce vol, ça t'a fait prendre du retard sur ton chantier ou t'as dû carrément annuler ton chantier? Non, parce que bah, maintenant, aujourd'hui, tu peux aller très bien en urgence chez un fournisseur acheter une machine. Donc, c'est pas forcément le retard qui est contraignant, c'est les finances. Parce que c'est des machines que tu as achetées finalement 2 fois, quoi. Ouais. Et tu les assures, tes machines, ou pas? Ouais, elles sont toutes assurées, ouais. Ok. Bah, je suis assuré à un montant. Typiquement, c'est pas cette machine est assurée, pas l'autre. Aujourd'hui, j'ai des assurances spécifiques, même pour les vols de véhicules. Ouais. Maintenant, j'assure alors, un certain montant, c'est au niveau du montant, en fait. Okay. Par exemple, tu veux assurer à tant d'euros le contenu de ton véhicule. Si demain, je me fais fracasser le véhicule, je suis assuré à tant d'euros. Voilà, donc si j'estime que j'assure chaque véhicule à 1 500 € par compartiment, donc je suis assuré à ce montant-là maximum. Donc si j'ai plus, tant pis pour moi. Ok. Et tu parlais tout à l'heure que tu as switché du particulier au professionnel, ouais, tout à fait. Dans ta carrière. Tout à fait. Multisecteur ou même si tu n'es pas entrepreneur, etc. Et si t'es arrivé des galères avec les particuliers, est-ce que tu as déjà eu des retards de paiement, des impayés, des choses? Impayés, j'ai eu sur des clients de mauvaise foi, qui typiquement n'étaient pas forcément d'accord avec le périmètre du devis. Ok. Qu'ils avaient signé? Tout à fait. Ok. Mais ils vont jouer sur les mots, ils vont jouer sur... Ça m'est pas arrivé souvent, mais ouais, je suis tombé sur des clients très malhonnêtes, ouais, malheureusement. Ok. T'as déjà eu des préjudices financiers, du coup Ouais, j'en ai déjà eu, ouais, bien sûr. Ouais. J'ai eu quelques impayés durant ma première période d'entrepreneuriat, pardon. Et c'est toujours compliqué, parce qu'ensuite, s'il ne peut pas payer aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? T'as jamais, je sais pas, porté plainte, ou t'es jamais allé plus loin? J'ai fait une fois, ça n'a jamais abouti. Ouais. Donc c'est trop compliqué. Avec un particulier, c'est beaucoup plus complexe qu'avec un pro. Ok. Ouais. Et du coup, je rebondis là-dessus. Le pro, pour toi, c'est plus fiable de travailler avec un pro? C'est totalement différent. En fait, je vais dire un truc bête, mais le pro, mon contact principal, c'est pas ses sous en fait. C'est les sous de son entreprise. Donc du coup, il va avoir moins de soucis à valider ou à négocier des choses qui sont pas forcément dans le périmètre du devis. Là, typiquement, il y a un petit aléa, c'est pas un problème. On s'arrange, tu me rajoutes ce qu'il faut et on fait le travail. Un particulier va dire, bah non, mais moi j'ai plus de sous. Okay. J'avais prévu de mettre 3 000 € pour faire cette opération-là. Si j'ai un autre souci dans la maison, alors que c'est pas ma maison, c'est la sienne, on est d'accord, il paye pas. Alors là, en fait, finalement, tu es à peu près au même niveau, c'est ça que tu dis avec le pro. C'est que finalement, tu es chef d'entreprise, il l'est aussi, du coup, vous comprenez peut-être. Exactement, c'est plus technique et du coup, il y a moins de soucis, ouais. Ok. Il est moins à l'euro près. Exactement. Okay. Après, on a d'autres soucis de règlement. L'avantage du particulier, c'est que tu es payé tout de suite. C'est, vulgairement au cul du camion. Tu finis l'opération, tu repars avec la facture, tu ne revois plus la personne, tu es payé. Alors que le pro, tu as des conditions de facturation qui sont très complexes.
Moi, j'ai des services aujourd'hui, je suis à 90 jours fin de mois, ça j'ai arrêté. Quand j'ai signé des bons de commande avec 90 jours fin de mois, c'est une catastrophe. Tu finis en janvier, t'as pas pris d'acompte, t'es payé uniquement à 100% 3 ou 4 mois plus tard. Ouais. La trésor, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est une catastrophe. Ouais. Et c'est pour ça qu'au début, ça a été très compliqué. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais au début, quand tu démarres, forcément, t'as pas de trésor. Va prendre des dossiers, toi, à 45, 60, 90 jours fin de mois. Faut les assumer derrière. Parce que t'enchaînes les chantiers sans prendre d'argent, c'est hyper compliqué. Hein. Et quand tu commençais, tu faisais comment alors Quand t'as commencé, t'as fait quoi? Bah, je me suis accroché. J'ai réussi au démarrage avec un petit fonds, enfin un apport personnel dans l'entreprise à jouer avec. Donc j'ai fait une première année plus que correcte et j'ai commencé ensuite à percevoir de l'argent régulièrement. Okay. Donc ça a fait du bien aussi à la trésorerie. Et puis bah, après, il faut faire super attention, c'est de la gestion quotidienne. Donc pour toi, il faut vraiment que tu aies une trésor de démarrage. Quoi, exactement. Pour commencer, quoi. Ouais, Okay. Dans mon système que j'ai voulu remonter là uniquement, on travaille pour du pro, pour des grands groupes, parce que justement je voulais changer un peu le système que j'ai pu connaître auparavant. T'as intérêt d'avoir un petit peu de sous de côté, ouais. Pareil pour le matos, l'avantage que j'ai, c'est que j'avais déjà pas mal de matériaux et d'outillage, ce qui fait que j'ai pas eu besoin forcément de tout acheter au début. Ouais, de faire de grosses dépenses financières au démarrage. Okay. Ça c'est important aussi, ouais. Et comment donc vous êtes 3 en Oui. tout. Aujourd'hui, on est 3. Comment tu gères tes gars finalement? Comment tu organises tes chantiers? Comment tu fais ça? C'est un peu freestyle. Hein. Ça va dépendre un peu de la demande du client, des semaines. Tu vois, ça peut être des choses bêtes, mais tu vois, typiquement, j'ai prévu que tel salarié, donc Nicolas, soit sur un chantier du lundi au vendredi. Et le jeudi soir, il m'appelle, il me dit Romain, je te le dis, c'est fini, on finira pas vendredi. Donc là, il faut réorganiser parce que tu as pris des rendez-vous, tu as planifié. Donc comment toi, la complexité est là. C'est comment tu gères derrière le décalage d'un chantier à un autre. Comment tu fais tout ça, c'est plutôt ça qui est plutôt délicat en fait à gérer. Après, les planifications, elles sont faites plutôt simplement. Mais je sais quel gars c'est quoi faire sur telle opération. Mais voilà, ce qu'il faut surtout, et vis-à-vis d'un client, c'est de respecter ses délais. C'est super important. Au-delà de l'aspect financier, qui est évidemment pour eux très important, les délais sont devenus aujourd'hui l'heure de la guerre aussi. Ouais. Et finalement, tu as un peu une double casquette. Chef d'entreprise, artisan. Ouais. Tu préfères quoi? Tu préfères gérer ou faire finalement sur le terrain? C'est quoi ton truc? Ça dépend des périodes. Okay. Non, ça veut rien. Enfin, aujourd'hui, quand tu as malheureusement ma position, tu peux pas te permettre de choisir ce que tu veux faire. T'as pas le choix. Si tu te lèves le matin, aujourd'hui, voilà, j'ai du chiffrage à faire, parce que ça aussi c'est super important. Donc c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la concentration. Et pareil, sur un chantier, c'est encore autre chose. C'est de la manutention, c'est plus physique. Ouais. C'est aussi de la réflexion, certes, mais c'est différent. Donc non, il faut savoir malheureusement jongler sur les deux, avoir deux personnalités, deux types de journées totalement différentes. Si c'est une journée bureau, une journée de chantier, c'est totalement différent. Mais est-ce que des fois tu te dis finalement, cette casquette de gestion, chef d'entreprise, etc., tu te dis voilà, je préférais avoir mes chantiers, faire que mes chantiers. Ouais. Et, c'est hyper délicat parce que des fois je me dis, mais à un moment donné, je suis un peu indécis. Quand je fais trop de terrain, je me dis, ah putain, des fois je suis quand même plus sympa au bureau, on peut au moins prendre un peu le temps, prendre son café quand on veut, faire son petit devis, on est un peu autonome. Et puis le chantier me manque, okay. Tu vois, et vice versa. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Ça te manque des fois les chantiers quand t'es trop sur le bureau? Vraiment, ça me manque, ouais. Okay. C'est fou. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te manque finalement? Ce côté un peu terrain, d'être avec les gars, de pouvoir aussi, puis même j'aime bien ce côté un peu finition, de pouvoir gérer un peu toutes ces choses-là, satisfaction client, de voir que le client est content de ce qu'on a fait, d'être sur le terrain. C'est super important, moi j'aime bien. Okay. Quand on s'était au téléphone la dernière fois, tu me parlais des architectes aussi. Ouais. Un petit peu. Ouais. Alors, c'est un peu ambivalent, j'ai l'impression, cette profession dans le bâtiment. T'as les très bons. Ah, t'as les très très bons. Et les très mauvais. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est surtout que je pense il y a eu un petit peu cette mode de vouloir être architecte sur Paris, je sais pas pourquoi. Et j'ai rencontré beaucoup d'archis. Ouais. Alors certains, au contraire, qui m'ont fait beaucoup évoluer, parce que je trouvais qu'ils avaient des idées totalement sympathiques, enfin risquées, mais super intéressantes. Et d'autres, malheureusement, avec qui j'ai eu on va pas appeler ça des clashs, mais des désaccords assez forts sur des méthodes que eux-mêmes avaient inventées et qu'on ne savait pas faire. Par exemple? J'en ai tellement, mais typiquement, je vais sur une intervention, il me dit bon, on va passer par-ci, par-là, et je lui explique qu'il y a des normes et qu'on ne peut pas forcément le faire de cette façon-là. Parce que, ok, la finition sera sympa, mais on a du coupe-feu à respecter, de l'acoustique, choses comme ça. Et on a eu
des obligations de faire, quoi. Donc moi, une fois, je me suis bien protégé, j'ai demandé une autorisation à la maîtrise d'œuvre. De mal faire. En tout cas, de me décharger de quoi que ce soit par la suite, soit des bureaux de contrôle ou quoi. Et j'ai pas eu le résultat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était, vulgairement, c'était pourri, quoi. D'accord. Donc après, je sais pas ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est si c'est normatif ou esthétique, mais je pense pas faire n'importe quoi, quoi. Et typiquement, tu as quand même des bons architectes qui respectent Bien les sûr, deux, normatif et j'ai esthétique. bossé avec des super architectes parisiens sur des très gros projets. Et oui, en effet, ils arrivent à jongler sur les deux, ouais. Puis ils ont une expérience et ils ont cette facilité de pouvoir gérer le truc. Ok. Ce qui n'est pas le cas malheureusement de beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans le métier et qui n'avaient pas forcément les épaules et qui nous ont fait faire beaucoup de bêtises. Ouais. Et l'architecte, il est censé connaître le DTU, non? Logiquement, oui. Ok. Et j'en ai connu qui ne connaissaient, ils connaissaient pas grand-chose au bâtiment, quoi. Ok. Alors c'est bien d'avoir la casquette d'architecte, mais derrière on a l'expérience aussi, nous. Donc, Est-ce qu'il y a un truc que après 20 ans d'expérience, que tu referais différemment finalement dans ton activité? Sûrement, évidemment. Il y a plein de choses que j'ai vécues, que ce soit des approches clients ou des dossiers que j'ai sûrement mal gérés, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que oui, évidemment, il y a plein de choses que je referais différemment. Après, dans l'ensemble, je ne regrette pas, parce que justement, j'ai eu l'opportunité de toucher un peu à tout. Et ça, je trouve ça plutôt super intéressant. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Je dis pas que je suis expert dans tous les métiers, mais j'ai l'avantage aujourd'hui de pouvoir me permettre de dire que je connais quand même pas mal de choses. Okay. Et qu'est-ce qui te permet, selon toi, de durer dans ce métier-là? Parce que ça reste, on l'a dit tout à l'heure, mais ça reste un métier physique, ça reste un métier où il faut réfléchir quand même. Bien sûr. C'est quoi le secret? Je pense qu'aujourd'hui, le secret, il est très simple. Il faut aimer ça. Okay. J'en ai rencontré beaucoup qui disaient « Ah, le bâtiment, ça a l'air cool. Entre guillemets, vous gagnez pas trop mal vos vies. Puis ça a l'air sympa, vous bougez, vous faites ceci, vous faites cela. » Et puis j'en connais beaucoup qui ont essayé et qui n'ont pas duré. Que ce soit en tant que salarié, tout simple, employé ou même dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. C'est super agréable. Moi, j'adore ce que je fais et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à faire autre chose. Mais c'est pas si simple. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, en effet, avec du recul, il y a plein de choses que je referais différemment, mais je pense que je suis quand même assez content de tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit négatif ou positif. Donc tu es fier finalement de ce que tu fais? Ouais, tu te sens utile, quoi? Je me sens utile et ouais, tout à fait. Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Okay. Puis c'est agréable de se lever le matin et d'aimer ce qu'on fait en fait. Je pense que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. J'ai de la chance, je me sens privilégié. Est-ce que tu as eu ou tu as des clients finalement qui parfois sous-estiment certains aspects de ton travail en disant ça va, ou est-ce que ça t'arrive encore ça? Oui, souvent typiquement c'est le client quand tu lui dis là, pour une bricole, j'ai pas de cas précis tout de suite, mais voilà, pour faire ça, il y en a pour 2 jours. Non, ça s'est fait en 2 heures ça. Et ça c'est fou, mais même le client genre connaisseur, maîtrise d'œuvre, chargé d'affaires en face, conducteur de travaux, ils ont souvent tendance à minimiser un peu la tâche, quoi. Et pour autant, je vous garantis que je vous montre la tâche, on la filme de A à Z, il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas plus que ça, mais c'est qu'aujourd'hui, si tu veux t'appliquer sur un ouvrage, tu n'as pas le choix. Il faut prendre son temps, et c'est vrai que souvent, pour aussi l'aspect financier, ils estiment qu'il faut aller vite. C'est principalement que pour ça? Il y a plusieurs contraintes. Il y a aussi souvent, si c'est un site occupé, typiquement, tu vas bloquer une zone, je dis une bêtise, une salle de réunion où j'ai des petits travaux à refaire, celle-ci, elle est prise tous les jours. Donc plus je vais aller vite, plus ça va arranger le client, au-delà de l'aspect financier. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire les travaux en 2-3 heures. Il y en a qui le font, je ne dis pas je dis pas le contraire, mais je ne sais pas faire. Est-ce que finalement, il y a des demandes ou des limites que tu dépasses pas dans ton activité? Est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis, voilà, ça c'est ligne rouge, je fais pas Tout ce que je sais pas faire, déjà d'une. Les travaux pour lesquels je suis pas assuré non plus, parce que je vais pas non plus dépasser, je vais pas être dans l'illégalité s'il y a quelque chose derrière. Après, tout ce qui va être, on va dire, un peu plus structurel et normatif, dont j'ai pas les compétences, on va dire, c'est pas mon domaine, j'y vais pas. Je vais rester vraiment sur ce que je sais faire et je suis convaincu de savoir faire, sinon j'y vais pas. Okay. Les gros ouvrages, typiquement tout ce qui va entre la maçonnerie ou tout ce qui est normatif coupe-feu, choses comme ça, je fais très attention, même si je peux faire certains ouvrages. Je peux faire un calfeutrement coupe-feu sur une cloison parce que j'ai passé des câbles électriques ou des réseaux fluides, plomberie, peu importe. Mais voilà, des choses qu'aujourd'hui je sais, je ne ferai pas. Peu importe le montant, peu importe les conditions, il faut savoir aussi rester sérieux, quoi. Et est-ce qu'il y a
je sais pas, une activité, quelque chose où tu te dis, moi, je suis le meilleur là-dedans? Ou en Non. tout cas, Non, je dis pas je suis le meilleur, mais il y a des choses que je préfère faire. Ouais. Moi, typiquement, aujourd'hui, je préfère faire de l'électricité. C'est ce que j'ai toujours aimé faire. Mais bon, après, c'est vrai que tu peux pas dire à ton client, bah, je vous défonce un mur pour passer des câbles et puis vous vous démerdez. Donc, j'ai appris avec le temps à pouvoir aussi rendre service et lui vendre une prestation complète, quoi. Pour pas qu'il ait d'autres structures à contracter. est-ce que tu as un chantier finalement qui t'a marqué? Peu importe l'aspect, hein, bien, pas bien, ou ouais, est-ce qu'il y en a un finalement où tu te dis, celui-là, je l'ai encore en tête 20 ans après, 10 ans après? Alors oui, j'en ai un qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup appris et qui m'a beaucoup formé, mais pas en tant qu'entrepreneur. D'accord. C'est quand j'ai été conducteur de travaux pour une grosse structure, un contractant général parisien, sur un coworking qu'on a monté en 4 mois, de A à Z. Ok. C'est-à-dire curage jusqu'à la réception. Donc un vieux bâtiment sur les quais de Seine, qu'on a récupéré, qui faisait 12 000 mètres carrés. 12 000 mètres carrés en 4 mois? Ouais. Pas mal. Vous Incroyable. étiez combien? Alors sur le terrain, on était beaucoup. Ouais. On est monté quasiment à 300 jours hommes. Ah oui, Ouais. un gros chantier quoi. Ouais. Ok. 300 jours, pardon. Mais derrière, on l'a livré en quelques mois. Ça a été très, très, très intense. Ça a été très formateur pour moi parce que j'avais jamais fait d'opération aussi condensée, aussi courte, avec un planning qu'on refaisait tous les jours. On remodelait tous les jours selon les aléas, les conditions, les modifications d'architectes. Clients aussi vers la fin, modifications clients. Et ça, on a pu le mettre en day two après la réception, ça se négocie. Ouais. Mais non, ça a été super intense et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Alors que j'estimais à l'époque être quand même plutôt bien formé et j'ai pris une claque. On apprend tous les jours finalement. Ouais, tout à fait. T'as jamais fini d'apprendre. Est-ce que Exactement, t'apprends mais tout le temps sur tes j'apprendrai chantiers? jusqu'à la fin, je pense, donc on apprend Ouais. encore quotidiennement. Ok. Et puis je suis ouvert en fait je suis ouvert à ça. J'aime limite ne pas connaître quelque chose et d'apprendre sur le tas. Ok. C'est des fois on m'annonce des choses, je connais pas et je suis content de l'apprendre. Je trouve que c'est super intéressant de découvrir au quotidien des choses que. Puis ça évolue, le bâtiment évolue. Justement, On a des nouvelles comment techniques. tu parles de technique, technologie, comment tu penses Ouais. que ça va évoluer dans les prochaines années, le bâtiment? Bah je sais Comment pas tu parce vois ton qu'à métier? l'époque je me projetais sur des choses, mais finalement ça a été autre chose. Mais quand on voit comment ça évolue, forcément oui, aujourd'hui on se dit que ça sera encore différent demain quoi. Ouais. Tu penses que le métier il restera autant manuel? On parle beaucoup d'IA, etc. Est-ce que tu penses qu'il y aura des évolutions? Franchement je suis pressé de voir parce que je sais pas du tout. Quand je vois ce que l'IA peut proposer, c'est hallucinant. Ouais. Donc Ça te sert toi, l'IA? pas plus que ça. Ouais. Je regarde un petit peu parce que je suis curieux. Mais en tout cas aujourd'hui niveau taf, ça m'est arrivé de poser des questions à l'IA. C'est fou. Hein. Mais ça m'est arrivé sur des normes, j'avais des doutes, choses comme ça. J'ai posé la question à l'IA. Faire attention parce que des fois les réponses sont pas forcément très bonnes. Mais en tout cas, il se creuse la tête, il va chercher certaines réponses qui peuvent être intéressantes. Après, faire attention aussi à pas trop en jouer parce que je pense que malheureusement aujourd'hui, je pense que l'expérience terrain elle est quand même plus forte que l'IA. Donc à voir. Je demande qu'à voir. Je ne vais pas trop me prononcer dessus parce que je suis un peu sceptique. Ok. Mais faut voir. Donc on en parlait tout à l'heure, t'as commencé, t'étais pas indépendant. Et finalement, qu'est-ce qui te plaît dans cette indépendance? Qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi t'es à ton compte finalement? Je pense que pour plein de choses, pour l'autonomie déjà. Donc c'est vrai que de ne pas avoir quelqu'un derrière qui tire les ficelles, je trouve toujours plutôt sympa. Donc il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ce soit sympa parce que tu as l'autonomie, mais il y a aussi le fait que dès que tu as un pépin, tu es tout seul. Tu n'as personne pour gérer la situation. Tu n'as pas un patron, tu te dis, bah, typiquement tu es malade, ah bah c'est bon, je t'appelle mon patron, je me reprends 2 jours, je me repose, j'ai 39 de fièvre. Ah non, là tu te lèves le matin et puis t'as pas le choix. Tu as tes gars qui t'attendent, faut bosser. Donc ouais, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est la liberté, l'autonomie. Et puis la satisfaction, je trouve qu'elle est incroyable. Quand tu réussis quelque chose et que tu sais que, concrètement, même si tu es beaucoup aidé évidemment, et là-dessus je les remercie par mes salariés, t'es seul aux manettes quoi. Donc c'est toujours plus agréable que... Ça te stresse ça? De te dire finalement j'ai pas de fusible quoi. Je suis. c'est stressant mais c'est un je suis en challenge direct, aussi. quoi. Je trouve que c'est hyper stressant. Je pense que c'est bien de le souligner, c'est clair. Parce que tu dors pas forcément facilement tous les soirs. Hein. Moi je sais qu'aujourd'hui c'est des fois des litiges avec ma femme quand elle comprend pas pourquoi me couchant tôt j'ai mal dormi. Mais c'est parce que forcément tu as toujours la tête pleine de choses quoi. Ouais. De ton quotidien, de la semaine passée, de ce qui va arriver la semaine prochaine. Et forcément si tu stresses pas, c'est pas naturel. Tu es obligé de stresser quand tu as une structure. Ouais. Mais après voilà, il y a les avantages de l'indépendance et les inconvénients. Et finalement,
Tu préfères les avantages pour ça Bah, que t'es moi qui ai resté vécu les deux situations, parce qu'aujourd'hui dans ma carrière j'ai fait 50-50, j'ai fait 50 ans de salarié et 50 ans d'entrepreneur. 50%, pardon, j'ai dit 50 ans. 50% d'entrepreneuriat et 50% de salariat. Et à choisir, je pense que je préfère être entrepreneur. T'as des enfants? Oui. Est-ce que tu leur transmets cette passion de ton métier? Alors pour l'instant je les protège un peu. Je veux qu'ils travaillent bien à l'école pour avoir des facilités un peu plus tard. Ne serait-ce que pour plein de choses, pas forcément les aiguiller vers des métiers déjà d'une qui leur plairont, je pense que ce sera le principal. Mais surtout ouais, qu'ils soient vraiment assidus sur plein de sujets, sur l'éducation, sur l'histoire, sur la culture. Et après plus tard, moi je pourrais les aiguiller. Et si évidemment ils sont intéressés par le fait d'entreprendre, je serai là pour eux et je leur expliquerai ce qu'il faut faire et pas faire, mais avec ma petite expérience. Ouais. Mais ouais, pour l'instant je les protège un peu. Je veux qu'ils restent des enfants. C'est bien. Ouais. J'avoue, ça grandit vite en plus. Donc, Exactement. parce qu'il y a quelques années, quelques générations, même on voyait un peu le bâtiment comme. En gros, je vais caricaturer, mais C'est ça, t'as pas pu faire autre chose. Bien sûr. T'as bien fait sûr. du bâtiment. Bah, c'est Et un peu- finalement, on se rend compte que les métiers deviennent techniques, Bien sûr. complexes, avec de plus en plus normatifs. Est-ce que finalement, tu vois toi le BTP comme vraiment une filière de choix, plus que par défaut? Bah, moi non, forcément, puisque je suis dedans et j'ai vu tout type de profil. Des gens, en l'occurrence, comme tu dis, qu'on a entre guillemets balancé parce que, bah, soi-disant, ils n'avaient pas de compétences pour faire autre chose et qui n'ont pas réussi non plus, parce qu'en fait, c'est des métiers très particuliers. Je veux dire, au-delà du fait, en fait, si tu veux dans ce métier, dans le BTP en règle générale, que ce soit électricien, plombier, maçon, ce que tu veux, il faut avoir envie et être convaincu de ce que tu fais. Et c'est là où aujourd'hui tu vas pouvoir réussir, peu importe ton niveau scolaire, peu importe d'où tu viens, qui tu es. Si t'as pas cette envie de réussir dans notre métier, c'est très compliqué. Ok. Pour moi, c'est la base aujourd'hui d'un mec du bâtiment, c'est qu'il doit aimer ce qu'il fait, sinon c'est pas la peine. L'électricien qui se lève tous les matins et qui n'a pas envie de bosser, tu peux être sûr que son chantier, ça va être une cata et ça va pas aller très loin, quoi. Parce que tu as de plus en plus même de nouvelles générations qui choisissent le bâtiment, Bien sûr, finalement. bien sûr. Il y a eu des phases en fait. Il y a eu des phases, je me revois à l'époque, il y a eu une pénurie d'ouvriers dans le bâtiment aussi. On a connu ça il y a quelques années. Et puis finalement c'est revenu, et puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est revenu à la mode, on peut pas forcément dire ça comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui c'est moins la honte d'être dans le bâtiment que quand on était plus jeune, ou certains, comme tu dis, la voie de garage, c'est la voie un petit peu pour ceux qui travaillent mal à l'école, ceux qui font les pitres, qui était un peu mon cas aussi, hein, on va dire ça comme ça, mais c'était pas du tout le cas. Moi j'ai voulu voilà, tout ce qui était manuel. Et quand à la fin de troisième, j'ai eu le choix de partir en technique, j'ai voulu vraiment faire ce métier-là. Et pourquoi finalement tu penses, enfin, selon toi, hein, pourquoi ça revient, comme tu disais, à la mode? Pourquoi c'est moins, Je sais pas. c'est mieux valorisé Est-ce que maintenant? c'est pas générationnel? Je sais pas. Est-ce que aussi dernièrement, certains artisans qui ont plus ou moins bien réussi ont peut-être fait la fierté de leur famille. Je pense à mon oncle, Ouais. choses comme ça. Et on s'est dit, bah finalement, c'est peut-être cool le bâtiment. Ton oncle, ça a été un modèle pour toi, pour le bâtiment? Ah ouais, grave. Ouais. Parle-moi un petit peu, tiens. J'ai eu la chance d'avoir un tonton, donc le petit frère de ma maman qui est décédé, paix à son âme. Trop jeune en plus, mais bon, je pense que forcément, quand tu as eu la vie qu'il a eue avec le stress, il a eu une super société dans la cloison. Et en fait, bah, il est parti de zéro, quoi. Il est parti de zéro, il a monté un super truc. Et franchement, c'était depuis tout jeune, c'était une fierté pour moi de le voir évoluer aussi bien. C'est un modèle, quoi, pour toi. Ouais, tout à fait. Dans sa gestion de fer, dans son comportement, dans ce côté cool qu'il avait tout le temps, et pourtant il réussissait, mais si tu le savais pas, bah, tu le devinais pas. Ok. Donc non, il était super, ouais, super mec. Et du coup, dans ton activité au quotidien, tu penses à lui, tu penses Je à m'inspire, comment il ouais. faisait? Je m'inspire, mais au tout début, je lui ai posé énormément de questions. Ouais. J'avais du stress, j'avais des appréhensions. Bon, après, il n'était pas dans mon métier. Lui, il me disait à chaque fois, électricité, je connais pas, je fais, oui, mais moi, ce que je veux, c'est le package d'entrepreneurs qui m'intéresse. Et donc, j'ai vu comment il faisait. J'ai pris évidemment je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait. Sa relation client, sa façon de faire, sa joie de vivre. Donc, c'est super important. Il y a d'autres personnages qui t'inspirent comme ça, dans ton métier? Bah, je me suis toujours inspiré un petit peu de gens qui étaient soit au-dessus de moi, soit qui avaient réussi certaines choses, ouais, bien sûr. Ouais. C'est super important de s'inspirer. Parce que finalement, quand tu démarres, t'es pas grand-chose, quoi. T'as pas d'expérience, t'as pas forcément de modèle, t'as rien. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre la température un peu à droite à gauche, voir ce qui fonctionne et t'inspirer des gens qui réussissent et que tu penses vont pouvoir te tirer vers le haut, quoi. T'as vécu le Covid en tant Tout à fait. qu'artisan? Alors non, en tant que salarié, et j'ai eu la chance de travailler pendant la période Covid. Ouais. Ouais, on a été autorisé par la structure dans laquelle je travaillais
à reprendre l'activité. Je faisais partie des rares personnes que tu croisais dans le métro le matin. Et ouais, j'avais la dérogation de travailler quotidiennement pendant la période Covid. Du coup, t'as bien bossé pendant cette période-là? Bah, j'ai quasiment pas été confiné, ouais. D'accord. Et je crois que j'ai fait la première semaine comme tous mes collègues, et puis après une réunion de crise au sein de la structure, on nous autorisait à reprendre. Alors après, t'étais pas obligé, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas nous l'obliger, mais moi j'ai décidé de reprendre l'activité, ouais. Parce qu'on gérait un gros bâtiment à ce moment-là, un chantier qui était en cours, qui a été stoppé forcément, mais avec des effectifs un peu amoindris et des conditions de travail assez complexes. On avait zoné, si tu veux, certains compartiments du bâtiment pour pas que les corps de métier se mélangent. Donc on avait des zones où j'avais 2 électriciens ici, 2 plombiers là, 2 plaquistes à côté. Il ne pouvait pas être plus non plus. Donc sous masque, sous tout ce que tu veux, avec des conditions d'hygiène irréprochables. On avait mis des gels hydroalcooliques à tous les étages, tous les 100 mètres. Ça te paraît presque fou maintenant? Ouais, c'était assez rocambolesque. C'était assez drôle. Après, forcément, le chantier n'a pas bien avancé comme on l'aurait souhaité, mais ça a permis en tout cas de continuer l'activité avec l'accord du client. C'était un site qui était inoccupé, c'était un chantier. Et après toute une démonstration de gestes qu'on a mis en place, que ce soit barrière ou hygiène, on a été plutôt efficace. Donc c'était une belle expérience aussi, ça. T'as gardé des réflexes hygiénistes, entre guillemets, sur tes chantiers? Au début, on les avait tous, et puis avec le temps, on les a tous perdus. C'est qu'aujourd'hui, on est redevenu malheureusement un petit peu comme avant, à se serrer la main, à se faire la bise, alors que le Covid, il est encore là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un collègue qui a eu le Covid, quoi. Ouais. Et donc ça a été une bonne année pour toi, finalement, le Covid? Oui, je ne l'ai pas ressenti comme beaucoup de gens, rester à la maison, déprimés, à rester cloîtrés dans quelques mètres carrés. C'est ta meilleure année niveau financier ou Cette année, oui. 2025, c'est ma plus grosse année. Ok. Depuis que je suis entrepreneur. Comme quoi. Félicitations. Hein. Merci, c'est gentil. Et selon toi, c'est pourquoi c'est cette année là? Parce que mon projet de remonter une boîte il y a 3 ans, il s'est fructifié dans les dernières années et mois qui sont arrivés, et j'ai réussi à faire ce que je voulais, à atteindre mes objectifs. Donc maintenant, le but, c'est de pérenniser l'activité, parce que là, on est monté assez rapidement en 3 ans. Et du coup, le but, c'est de garder le même rythme, parce que sinon, ça va être compliqué. Et du coup, c'est quoi tes ambitions finalement? Garder le rythme, mais est-ce que tu vas encore plus haut, plus loin? Je vois les choses différemment. C'est que quand j'ai remonté la structure il y a 3 ans, j'avais des ambitions et des objectifs, et forcément, je me suis un peu trompé sur certains aspects, notamment le type de clientèle, où je m'étais basé sur un type de clientèle qui me donnait du travail assez régulièrement, mais avec du recul, c'était pas non plus les plus rentables. Ouais. Donc les chantiers ont un peu changé sur ces derniers mois et ces dernières années. J'ai privilégié certains clients un peu différents au niveau de l'activité. C'est plus petites opérations, c'est plus régulier. On n'est plus sur de la maintenance, comme je t'expliquais aussi l'autre fois. Donc c'est des plus petits. En fait, si tu veux, aujourd'hui, j'arrête les gros chantiers. Ça m'intéresse plus. Les grosses opérations, finalement, elles sont peut-être pérennes sur du long terme, ça c'est sûr. Ça donne de l'activité à manger pour sur une longue période, mais c'est pas les plus rentables. Et avec du recul, maintenant, avec la 3e année qui se termine, franchement, j'ai fait le tour et je sais maintenant sur... Donc tu préfères les multiplier, les plus petits chantiers, entre guillemets, plus petites OP, quoi. Les plus rentables, ouais. Les one-shot, comme j'appelle ça, c'est on arrive sur une petite opération, on n'est pas sur des gros délais, et c'est les plus intéressants, les plus rentables et les plus simples à gérer finalement. Ça demande plus d'organisation. Ouais. Et ça gagne combien un entrepreneur du bâtiment? Ça dépend, ça dépend de toi. Non, après aujourd'hui, on va pas se plaindre. Après, il ne faut pas oublier qu'aussi, on est quand même très sollicité, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler en montant, mais c'est pas... Personnellement, je trouve qu'on gagne peut-être même pas assez par rapport à ce qu'on... D'accord. Autant passé, par exemple? Autant passé, j'étais salarié et je vois bien la différence. Aujourd'hui, si on devait calculer les heures, c'est juste incalculable, quoi. Tu gagnes quand même plus que quand tu étais salarié? Ça dépend. Ouais. J'ai plus d'avantages, par contre, on va pas se mentir. Okay. J'ai plus d'avantages en étant entrepreneur. Typiquement, ma voiture de fonction, aujourd'hui, j'ai pas de frais dessus, choses comme ça, mais après, au niveau du salaire net, j'étais pas mal loti non plus auparavant. Est-ce que finalement, la rémunération, ça peut être, ou en tout cas, est-ce que pour toi, la rémunération, c'est quand même une source de motivation dans ton boulot? Bien sûr, c'est super important. Ouais. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on travaille tous un peu pour l'argent. Ouais. Sinon, je vois pas l'intérêt de travailler pour la gloire. Ouais. Mais t'es quand même satisfait de ce que tu gagnes? Oui, je me plains pas. Je me plains pas, je suis assez content de tout ça, donc on va dire que j'ai trouvé mon confort dans ce que j'ai.
Tu parles des avantages, il y en a, hein, Bien mais sûr. il y a quand même pas mal d'inconvénients parce que C'est tu sûr. t'es quand même bien fait enfler. Oui, une fois. Une fois? Alors plusieurs fois, mais j'en ai une belle. J'en ai une belle qui me reste encore aujourd'hui au travers de la Ouais. gorge. Ouais. J'ai retapé un restaurant sur Paris avec un futur entrepreneur dans la restauration, qui était en plus un chef assez, pas hyper connu, mais qui avait sa petite carte de visite, et qui m'a sollicité via un contact pour faire intégralement un restaurant qui récupérait, qui venait de racheter en fonds de commerce, pour leur mettre aux normes électriques. Et j'ai trouvé ce mec super sympa, et franchement, je lui faisais confiance de A à Z, je lui donnais bon Dieu sans confection. Trop sympa, quoi. Sans confession, exactement, trop sympa, et t'y vas quoi. Tu sais, tu dis, bon, Ouais. bah, le mec, il est super propre sur lui, il parle bien, il est intelligent, il a des connaissances assez intéressantes. Donc j'y étais. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler boulot. Au début, on était sur une petite opération, puis finalement, quand j'ai démarré, il m'a trouvé cool aussi, il trouvait que je bossais bien, il m'a donné plus de boulot que prévu. Donc j'ai refait son restaurant intégralement, ça a duré 3 mois. Il te paye à manger le midi quand même? Non, il était fermé. Ok. Il était encore fermé. Et mais on va y venir après. C'est intéressant ce que tu viens de me demander. Ouais, ok. Et donc on s'est retrouvé à faire l'opération. J'ai évidemment au démarrage reçu un acompte, Ouais. donc sans problème, tout de suite, rubis sur l'ongle, l'envoi de l'acompte, le lendemain les sous sur les comptes. Donc Nickel. hyper confiant. Et de fil en aiguille, je le sentais un petit peu en difficulté. Donc je le sentais, enfin il passait des fois nous voir et puis il était au téléphone avec soit le banquier, soit son assureur, et puis je voyais que ça partait un peu dans tous les sens. Il était assez nerveux le monsieur. Mais encore une fois, sans me tracasser. Et arrivé à la fin du chantier, donc on réceptionne l'opération, et lui très content, mais il me demande gentiment d'attendre un petit peu pour les sous. Bon, je dis bah c'est-à-dire un petit peu, Ouais, ça suis peut pas- arriver. je suis pas pressé. Je veux Ouais, dire, ouais. aujourd'hui l'opération est terminée, on s'entend bien, tout va bien, je peux attendre un petit peu, il n'y a pas de problème. Donc je remballe mon outillage, mes matériaux, et je rentre chez moi. Au bout de quelques jours, j'envoie la facture définitive. Pas de son, pas d'image. J'attends encore une petite semaine avant de le relancer. Et je le relance en effet au bout de 10 jours. Il me dit « Ah, ça tombe bien, je suis en discussion avec ma banque, mais t'inquiète pas, c'est en cours. À cette époque-là, on est au mois d'octobre, je crois. Parce qu'on avait démarré le chantier, on a fait 2 mois de chantier environ. Je te paye à la fin. Il m'avait déjà filé un acompte et un autre acompte sur une deuxième opération, on avait fait 2 devis en tout. Et je te paye tout d'un coup. Ok. J'attends encore une fois 10 jours, 15 jours, toujours rien, pas de son, pas d'image. Et là, plus de téléphone, plus de réponse mail, plus rien. Ok. Donc là, Vide totale. Mais tu savais où il humainement, travaillait quand même. voilà, le côté un petit peu humain ressort un peu, et tu te dis merde, il commence à me prendre pour un imbécile. On va s'occuper de ça plus sérieusement. Et je me suis déplacé sur place. Ouais. Et arrivé devant l'enseigne, je vois qu'elle est toujours pas ouverte. Et là, j'apprends qu'il a des petits soucis pour l'ouverture entre la conformité, l'hygiène et tout ce qui va bien. Ok. Donc évidemment, il répond toujours pas au téléphone. J'arrive par le biais d'une personne qui travaillait sur site, enfin que je croisais sur site, avec qui j'avais eu des discussions et on avait échangé nos coordonnées. Il me dit bah tiens-toi prêt, ça se passe très mal. Apparemment, il n'ouvrira jamais. D'accord. Ok. Et donc là, je m'inquiète un petit peu plus. Donc je fais appel à ma protection juridique en expliquant Ouais. que j'ai un souci avec un règlement, que ça fait bientôt plus d'un mois que je n'ai pas de nouvelles de mon client, et quels sont mes recours, enfin qu'est-ce que je peux faire pour entre guillemets récupérer mes sous. Et on parle d'une somme assez rondelette puisqu'on atteint quasiment les 20 000 euros. Ok. Et pour une petite structure que j'avais à l'époque, C'est beaucoup. ça fait beaucoup d'argent. Ouais, complètement. Ouais. Et forcément, je comptais pas m'asseoir dessus. Ouais. Et de là, on a entamé toutes les démarches. Et j'ai appris qu'il était en redressement judiciaire alors qu'il avait à peine ouvert. Ce qui est super, enfin ce qui est hallucinant. Il a mal calculé son coût, quoi. Ouais. Et je pense qu'il a été très gourmand et c'est sûrement un très mauvais gestionnaire. Et de là, donc on attend, et j'apprends par quelqu'un que le restaurant ouvre. Lui Oui, ouvre. le restaurant dans lequel j'ai fait les travaux Ok, ouvre. ok. Et moi, en parallèle, j'ai toujours pas mes sous. Ouais, Je dis, bah ça tombe bien, s'il ouvre, il est là, on va aller le voir. ouais. Ouais. Et donc j'ai eu le culot d'y aller avec un copain entrepreneur, parce qu'à l'époque, j'avais fait les travaux avec une personne avec qui je bossais régulièrement, qui était un ami qui s'était mis à son compte en tant qu'électricien, Ouais. mais un auto-entrepreneur lui de son côté. Il m'avait filé un coup de main quelques jours sur le chantier. Et moi, j'avais volontairement fait exprès de ne pas le payer pour l'avoir un peu avec moi sur le côté en disant bah, on a un souci ensemble. Vous êtes deux, quoi. Voilà, et viens, on va récupérer nos sous. Et Ouais. lui, bah, il était évidemment extrêmement chaud pour se déplacer avec moi. On y a été, évidemment, on l'a vu, et il était très mal à l'aise.
Ouais. Donc nous, sans évidemment parler de pression ou de violence ou quoi que ce soit, on s'est assis, on a dit qu'on voulait manger. Et il a dit, je peux pas vous recevoir. Tout simplement. Donc de là, le ton est un petit peu monté. Il a appelé la police en disant qu'on était dérangeant pour la clientèle. Il y avait 3 clients. Ça marchait fort son restaurant. Ouais, ça marchait fort. 3 clients et du coup, là, on s'est fait sortir. Et j'ai entamé ensuite toutes les procédures de recouvrement, enfin tout ce qui va bien. Et j'ai malheureusement été, comme on dit, enflé d'une certaine somme d'argent. T'as pas pu récupérer ta thune? Non, parce que j'étais sur une liste sur la liquidation des créances. Prioritaire. Mais en fait, le problème, c'est pas ça, c'est qu'il a mis des douilles à tout le monde. Le cuisiniste, le mec qui s'occupait de la tireuse à bière qui venait du Nord, genre là, enfin j'ai plus trop l'enseigne, mais c'était une grosse marque de bière qui était venue faire toute son installation gratuite, sous réserve que pendant gratuit, un quoi, contrat, du coup, ouais. il avait un contrat de maintenance avec eux pour la gestion des fûts, choses comme ça. Il est déjà jamais payé, donc en fait finalement avec ma petite somme, j'étais le 3e ou 4e de la liste. Donc il avait déjà d'autres créances super importantes à régler et malheureusement quand la liquidation était effective, j'ai reçu un courrier comme quoi 0 € m'était attribué. Putain. Tu lui as lâché un petit commentaire, 1 étoile sur Google? Je suis même pas sûr qu'il ait eu le temps de faire un site. Il a fermé après quoi? Je crois qu'il est resté ouvert à peine 6 semaines. Ouais. Ok. Et moi en plus j'ai reçu une injonction, j'ai reçu un document de la mairie de Paris, du commissariat du 17e, pour ne plus approcher le restaurant à moins de 50 mètres. D'accord. Parce que j'avais été soi-disant extrêmement violent envers lui, alors ce qui est totalement faux. Mais bon, c'est le jeu. Ok. C'était une super anecdote et clairement qui me reste encore de la gorge aujourd'hui. Même pas, il vous a offert à bouffer quoi? Non, il a pas voulu qu'on mange. Putain, On voulait c'est goûter dingue. ses spécialités, tu vois, finalement, et en pensant que c'était la carotte, mais en même pas. Donc non, j'ai vécu, comme je te disais, une seconde expérience un peu loufoque également, mais là c'est plus côté en tant qu'entrepreneur avec un salarié. Donc la relation humaine, où j'ai embauché un mec que je connaissais du passé, puisque j'avais bossé avec lui dans une autre structure. Une connaissance. Ouais, une connaissance et super mec, bosseur, fiable à l'époque. Et je me suis dit, tiens, quand j'ai appris qu'il était en demande et à la recherche d'un travail, je l'ai contacté. Ouais. Et ça s'est fait plutôt naturellement, on se connaissait, on s'entendait bien, donc il est venu nous rejoindre en début d'année 2025. Et les démarrages ont été super intéressants. Je retrouvais le mec que j'avais connu il y a quelques années, donc super bosseur. Et je l'ai senti ensuite un peu trop en confiance. Il voyait qu'on était une petite structure, contrairement à l'autre, on était un peu plus, Au bout de combien de un temps? peu plus cadré. Il est resté un peu moins de 6 mois parce qu'il a commencé début janvier et avec la procédure de licenciement, il est parti au mois de mai. D'accord. Donc dès qu'il était titularisé, en gros... Il a eu 2 mois de préavis, ouais, bien sûr. Et il était chef de chantier et en effet, dès qu'il a eu l'opportunité d'être validé, il a complètement changé de comportement. Ouais. Alors ça a démarré par des petits retards, des petites absences pour des petites raisons. Et puis après, c'était un peu la foire, quoi. Mais ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé qu'un jour, il devait démarrer un chantier un lundi, il n'est jamais venu. Ok. Bon, typiquement, je me suis posé la question, il est peut-être malade, comme tout entrepreneur, on ne pense pas forcément à des choses plus complexes. Une absence, ça peut arriver, malheureusement, c'est le quotidien, mais bon, souvent, on me prévient. J'ai soit un message la veille, soit le matin très tôt, ou d'un salarié qui me dit, écoute, j'ai un souci perso, soit ma fille est malade, j'ai personne pour garder mon enfant, soit moi-même, je suis malade, et ça peut arriver à tout le monde. Mais là, j'ai pas de nouvelles. Et donc, il avait son téléphone professionnel, donc je le contacte, répondeur. Je suis pas inquiet. Et j'ai mon autre salarié, donc avec qui il devait démarrer le chantier le lundi matin, qui m'envoie un texto en me disant, j'ai reçu un texto hyper bizarre hier, d'un numéro qui me dit qu'il ne viendrait pas travailler ce matin. J'ai dit, mais c'est super étrange, mais qui est ce numéro? Il dit, je sais pas. J'ai dit, envoie-moi le numéro. Et donc j'ai appelé le numéro, je suis tombé sur une jeune fille, à la voix en tout cas, je me suis dit que c'était une jeune fille qui ne parlait pas français. D'accord. Donc j'étais un peu perturbé, je dis waouh, c'est un peu bizarre cette histoire. Ouais. Puis j'ai attendu, et le lundi vers 11h, j'ai reçu un coup de fil du commissariat d'Abbeville, donc dans la Somme, qui m'indique que mon véhicule pro, il est stationné dans un parc, alors pas la fourrière, mais dans un parc du commissariat, et que mon salarié est actuellement incarcéré. Et qu'il y a très peu de chances que je le retrouve prochainement dans les effectifs. D'accord, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais ils peuvent vraiment me dire au téléphone, il faut que je me déplace. Ah oui, donc t'es allé dans la Somme. Donc moi, lundi, j'avais une journée de prévue, évidemment. Ouais. Donc elle a dû totalement être modifiée. Je me suis retrouvé dans la Somme en début d'après-midi, au commissariat. Et là, on m'indique que mon salarié a été chopé avec la voiture de service, donc évidemment, ce que j'avais
pas autorisé, parce Mhm. que ils ont un contrat de travail avec une utilisation professionnelle du véhicule, Ouais. sur un parking, en compagnie d'une jeune fille rémunérée, D'accord. et en possession de stupéfiants, et avec un taux d'alcool très 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 élevé. C'est-à-dire que je savais pas qu'on pouvait atteindre ce taux-là. D'accord. Ouais. Et évidemment, la voiture était en Oui, fonction. saisie pour Il le roulait, montant. quoi. Ouais, Donc ouais, il s'est ok. fait arrêter avec l'alcool au volant. Ouais. Ok. Et de là, ça a été très très compliqué. Donc il a subi. Il est resté très très longtemps chez eux. Ok. Et donc moi, évidemment, je peux pas laisser passer la chose. Et donc j'ai décidé de le licencier pour faute grave. Ouais. Et ça a même basculé en faute lourde. Parce que du coup, de la saisie du véhicule non autorisé, plus tout ce qui s'est passé, là, j'ai réussi à le mettre dehors sans trop de problèmes. T'as pu récupérer ton véhicule? Alors j'ai récupéré le véhicule, par contre il a gardé le téléphone de fonction. Je n'ai jamais récupéré mon téléphone Ouais. et les équipements qu'il a gardés. Et il a gardé quoi comme équipement? Les affaires du travail, tout ce que je lui avais fourni quoi. Ah oui, d'accord. Mais tout ce qui est outillage et tout, t'as pu Tout récupérer? était dans le véhicule. D'accord. C'est l'avantage que j'ai eu, c'est que quand j'ai récupéré le véhicule, il était chargé en fait. Il était chargé parce que comme il avait prévu de passer le week-end là-bas, il n'avait pas déchargé son véhicule, donc il y avait tout l'outillage. Et j'ai eu la chance de récupérer ma voiture. Ouais. Et tu le connaissais ce mec-là en plus? Oui. Ok. Ouais. T'es un peu déçu ou? Complètement. Complètement, parce que c'est une personne en qui j'avais confiance. Ouais. J'avais confiance, je connaissais son boulot, j'avais bossé avec lui. Waouh. Comme quoi. T'attendais pas à ça quoi? Pas du tout. Ouais. Bon, en même temps, c'est compliqué à l'embauche de demander ce genre de truc quoi. Non, et puis moi, je suis une personne, j'aime bien marcher à la confiance. Et si on se fait confiance, après, évidemment, vulgairement, tu peux m'avoir, mais j'aime bien faire confiance. Après, bon, là, il a perdu, c'est dommage. Pour l'info, il a quand même tenté de revenir après. Il m'a demandé une dernière chance, quoi. D'accord. C'était quoi son excuse? C'est qu'il était pas bien. D'accord. Il avait des soucis perso et il m'a demandé de l'excuser, que ça se reproduirait pas. Je pense que là, avec ce qui s'est passé, malheureusement, j'ai beau être sympa, Ouais. on sait dire stop, quoi. Donc non, j'ai jamais eu de nouvelles de sa part et je l'ai relancé pour récupérer mon téléphone et toutes ces petites affaires qui allaient bien et non, jamais. Ouais, ça. Il t'a gardé ça en gage quoi. Voilà, il a gardé un petit souvenir d'entreprise. Et si je te donne 2 millions maintenant, aujourd'hui, tu fais quoi? Déjà, je réfléchis beaucoup. C'est pas anodin, c'est une sacrée somme. Je les ai pas, hein. Je sais, moi non plus. Moi non plus, je les ai pas. Mais ouais, forcément, aujourd'hui, je pense que, comme tout bon entrepreneur, si je peux arrêter le plus tôt possible, je prends. Donc, T'investis pas, tu te dis pas, je vais faire grossir la boîte. pour l'instant, c'est mon objectif. Parce qu'on m'a pas proposé les 2 millions d'euros. Demain, si on me les propose, je vais pas te mentir, je réfléchis, ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'arrivé à un moment donné, je vais vouloir aussi me poser et profiter un peu de la vie parce que, comme je vois que pour certains, et je l'ai vécu dernièrement, la vie est plutôt courte. T'as pas le sentiment de profiter assez avec ton boulot? Si, alors je me le permets beaucoup plus, enfin de plus en plus. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais tendance à dire, ce week-end, on pourrait faire ci en famille, mais bon, malheureusement, j'ai une opportunité pro qui s'est mise entre les deux. Donc j'étais focus un peu sur le pro parce que je trouvais ça super important de privilégier malheureusement parce qu'on n'a pas le choix, le travail. Mais là, je fais, je m'accorde du temps perso et des petits écarts de plus en plus, ouais. Est-ce que t'as déjà loupé est-ce que ton boulot, il t'a déjà fait louper des moments importants? Je sais pas, des anniversaires, des... Ouais, bien sûr. J'ai eu des petits événements que j'ai dû annuler à plusieurs reprises parce que typiquement le samedi, alors moi maintenant parce que j'ai des enfants, mais dans le passé, ouais, j'ai dû annuler des événements le samedi parce que j'avais du boulot. T'arrivais souvent de bosser le week-end, quoi. Ouais, ça m'arrivait de travailler le samedi. Je le fais de moins en moins et c'est devenu très rare. Des fois, il n'y a pas le choix, mais je le fais de moins en moins, ouais. Mais tu bosses combien d'heures par semaine? Tout dépend de la période, mais si je suis sur une forte période avec des chantiers comme j'ai pu avoir dernièrement au mois de mai, c'était le plus gros mois qu'on a pu effectuer. J'étais sur entre 50 et 60 heures. Ouais, Ouais, c'est pas mal, quoi. ouais. Mais tu les comptes plus, tes heures, finalement? Non, en fait, tu comptes plus. Je le compte parce que je sais à quelle heure je pars et quand je rentre. Donc si tu fais un calcul bête et méchant, tu vas l'avoir. Mais ouais, non, je regarde pas la montre. Et t'es pas obligé de répondre, hein, mais dans ton couple, ça pose des problèmes, des fois? Tes amplitudes C'est déjà horaires? arrivé, ouais. Ouais. C'est déjà arrivé. Typiquement, tu t'es engagé à récupérer les gosses le soir et finalement tu peux pas, donc madame s'est organisée différemment. Elle court pour s'occuper de récupérer les enfants, c'est à ton tour. Finalement, c'est quand t'es en couple et que t'es artisan du bâtiment, Il faut s'accrocher. c'est un duo, quoi. Les deux doivent être d'accord, finalement. Tu Bien montes pas sûr. ta boîte tout seul. Non, et non, ça a été justement du coup une grande discussion que j'ai eue avec ma conjointe parce qu'on avait pris la décision, enfin j'avais pris la décision de fermer la première fois au bout de un peu plus de 6 ans.
parce qu'on s'était aperçu justement on avait fait le pour et le contre des avantages et inconvénients que j'avais à l'époque et on s'était dit que c'était peut-être plus simple de retrouver un job de salarié et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai fermé alors proprement, hein, j'ai fermé la société malgré le gros impayé que j'ai eu, j'ai pu la fermer proprement sans devoir quoi que ce soit et je me suis remis focus salarié pendant quelques temps, mais cette âme d'entrepreneur m'a beaucoup manqué et je travaillais avec ce manque un peu au fond de moi. Et avant, j'ai eu une grosse discussion avec elle. Je voulais avoir son avis, son accord, évidemment, parce que le but, c'était pas de mettre mon couple en péril, parce qu'elle avait vécu des années précédentes un peu complexes, et je voulais qu'elle soit en accord avec ce que je voulais faire. Et j'ai l'avantage, c'est qu'elle m'a toujours soutenu et fait confiance dans ce que je voulais faire. Même sur des prises de décision des fois un peu loufoques, elle m'a toujours dit je sais que tu vas tout donner, tu vas tout tenter. Donc, et de toute façon, tant que tu l'auras pas tenté, tu vas être insupportable. Donc, Elle te connaît bien, quoi. donc ouais, j'ai cette chance, c'est qu'elle n'a pas cette crainte due au fait qu'elle me fasse beaucoup confiance. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, ça. J'ai de la chance là-dessus. Et pour conclure, finalement, si tu avais peut-être pas, hein, mais si tu avais un conseil à donner à ton toi d'il y a 20, 30 ans, ce serait lequel? Si je devais me donner un conseil il y a 20 ans ou un peu plus tôt? Ouais, comme tu veux. Non, je dirais crois en ce que tu fais, fais-toi confiance et n'aie pas peur de prendre des risques. Parce que finalement, c'est ce qui m'a rendu beaucoup plus fort dans la vie, moi. J'ai eu beaucoup douté à plein de reprises, mais j'ai toujours été, comment dire, un petit peu, faut que j'aille jusqu'au bout. Parce qu'après, malheureusement, c'est les regrets qui me rongent et je crois que c'est le pire des sentiments qui puissent exister. Donc non, si j'ai un conseil à donner, c'est croyez, faites-vous confiance, tentez, et des fois les chutes elles font grandir. Donc en fait, il n'y a rien de grave. Et comme on dit, hein, de toute façon c'est tout bête, mais qui ne tente rien n'a rien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a fait ma force, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours été un peu ambitieux, et ça, je touche du bois, ça a plus ou moins bien réussi dans certains domaines, donc faut continuer à croire en ce qu'on veut faire. Bah merci Romain, bonne Merci à continuation. toi. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.